Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio è prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, palfutello, sbarbatello, sfrontatello e facciatello. Marcello, son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porciello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su. Bonsoir, bienvenue sur Nino Domani à Palermo. Vous êtes à l'écoute de Simone Ciluffo. Ne ratez pas les podcasts en tapant sur le site de la radio en cherchant l'émission culturelle Nino Domani à Palermo, et il y a aussi les podcasts sur Spotify en tapant tout simplement en cherchant tout simplement les podcasts culture italienne. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous une artiste, écrivain, peintre, dessinatrice, sculptrice, architecte. En bref, je vous présente Annie Pempinello. Bonjour Annie. Bonjour Simone, merci. Comment tu vas? À quoi te portes ici? Je sais qu'est-ce qu'il te porte ici. On est ici pour parler de ton parcours. Peux-tu nous parler de ton parcours? Et oui, avec plaisir. Alors, je suis de Naples. J'ai étudié l'archéologie à la fac Federico II de Naples. Mais ma première formation, c'est donc sur le monde classique, latin, grec, mais ça n'est pas quelque chose que j'ai appris à la fac. En fait, c'est l'amour pour ce monde. Ça faisait partie déjà de mon univers. C'est quelque chose que j'ai commencé à lire quand j'étais petite, la mythologie grecque, parce que la maison de mes parents était fréquentée par beaucoup d'artistes. Et j'ai eu l'occasion de m'approcher à la mythologie grâce à l'écrivain italien Domenico Rea, qui a nous donné, à ma sœur et moi, un livre sur la mythologie grecque. Et pour moi, c'était vraiment comme un coup de foudre. Comment s'appelait ce livre? En fait, c'était un livre pour enfants avec des illustrations. Ça s'appelait Storie della storia del mondo, les histoires de l'histoire du monde, par Laura Orvieto. Et en quoi ça t'a touché ce livre? Donc, m'a touché parce que s'agissait d'une vision du monde où je pouvais retrouver des explications, mais pas forcément rationnelles, mais très réelles et réalistiques aussi, parce qu'il s'agissait de quelque chose qui pouvait parler au niveau profond et en même temps au niveau de la réalité concrète. Et à la différence du christianisme imposé par l'école et la société, c'était un monde où il n'y avait pas la concession de péché. Et après, plus tard, au lycée, à la fac aussi, je me suis... j'ai compris aussi la violence et la misogynie de ces mondes grecs, mais pas quand j'étais petite. Alors, effectivement, tu as dit que c'était quelque chose qui expliquait la réalité. Il faut dire que les Grecs, à travers les mythes et aussi la tragédie, on pense aux mythes d'amour et psyché, on pense à la tragédie bien connue par Freud, par l'Édipe roi de Sophocle. Donc les Grecs s'expliquaient la réalité, ils donnaient une explication de la réalité, de la psyché humaine grâce au mythe et grâce à la tragédie qui est rien d'autre que la représentation même pour Aristote et Nietzsche. Mais en fait, cette explication de la réalité, je suis d'accord avec toi sur la mythologie, mais dans mon point de vue, on pourrait dire que la société grecque, elle était sûrement une société où les femmes avaient un rôle secondaire, sans doute,
Mais si on pense à la civilisation pré-grecque qui ont donné naissance à la civilisation grecque comme la civilisation minoenne, on a la déesse de l'abondance, la déesse, la mère terre, qui était la Vénus de Crète, on va dire, qui était une figure féminine, qui était une figure, la déesse par excellence, presque, on va dire, presque monothéiste, cette religion, dans cette croyance de la mère terre. Et en plus, à propos du rôle de la femme dans l'Antiquité grecque, je me souviens qu'une fois ma prof de lycée m'avait demandé de parler de la condition de la femme en Grèce. Et moi, j'ai dit que les femmes athéniennes, effectivement, elles étaient, on va dire, soumises à l'homme. Mais par contre, les femmes spartiates, elles avaient beaucoup de liberté, du fait qu'elles avaient une vie beaucoup plus libre parce que leur mari passait leur vie dans les casernes. Elles faisaient leur vie. Donc ça, c'était la réponse que je donnais à la prof. Toute la classe s'est mise à rire. Mais c'était aussi un peu la vérité. Les femmes spartiates avaient beaucoup plus de liberté que les femmes athéniennes. Donc on ne peut pas généraliser sur la condition de la femme en Grèce en disant que c'était la soumission totale. Ben oui, la donne... Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels, pas beaucoup, mais il y a certains intellectuels femmes aussi dans le monde grec. Chose qui est rarissime dans l'Antiquité. Bon, la femme de Sparte, c'est une expression, mais à quel prix? Le reste des femmes, c'était dans le Zinecée. Et donc, elle restait, c'était confiné dans le Zinecée. C'était comme des choses, en fait. Je te remercie de façon que tu cites la culture minoenne, parce que c'était un peu différent des autres cultures. Pour le reste, en fait, je te renvoie, je renvoie le public, si on a envie, à une des plus grands étudiants de le droit ancien, qui c'est Eva Cantarella. C'est une femme italienne qui s'est beaucoup occupée de le droit grec. Elle est prof à la fac de Milan. Et voilà. Bon, alors, s'il est dit Eva Cantarella, que la femme grecque était un peu, qui était soumise, j'y crois. Alors, je vous propose, Annie, qu'est-ce que tu nous proposes? On fait une pause musicale après ce discours. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter? Oui, je voudrais proposer une chanson des Beatles qui s'appelle While My Guitar Gently Weeps. Et on va l'écouter.
Annie, on revient à nous et je t'ai pris de continuer avec ton parcours, s'il te plaît. Mon parcours. Alors, on avait dit à la fac, on est resté à la fac. Et après, j'ai étudié beaucoup, après l'archéologie, le vers poétique, la métrique, dans mes études à la fac, mais après aussi dans mes études en tant que comédienne. Et en fait, c'est ça qui a fait une liaison, l'étude du vers poétique, qui a fait une liaison entre ce que j'avais appris de façon spontanée, en fait, chez mes parents. Par exemple, pendant les soirées de théâtre avec Carmelo Bene et des autres artistes. Aspetta, écoute, Carmelo Bene. Carmelo Bene. Donc, come on dit in italiano, me coglioni. Me coglioni, c'est pas sti cazzi, parce que sti cazzi, no, sti cazzi va dire je m'en fous. Oui, me coglioni, ça veut dire putain, chapeau, oui, chapeau bas. Chapeau, oui. Chapeau bas. Si, donc, parle-nous un peu de Carmelo Bene. Déjà, Bon, oui, donc Carmelo Bene, c'est... Comment je peux dire? C'est comme un... Comment on dit? Alieno un ovni. Hein? Un ovni. Un ovni? Ovni. Ah, d'accord, alieno. Ovni. D'accord, ok. Oui, ça me semblait quand j'étais petite. Et la première fois que je l'ai vu, que j'ai vu le dramaturge et comédien qui était quelqu'un qui avait rompu avec le monde traditionnel de l'art italien, c'était après sa pièce Pinocchio. Et à l'époque, j'avais 7-8 ans. Et je n'imaginais pas de voir la fée bleue totalement nue sur la scène. La fée bleue. Nue. Totalement nue à cet âge-là, okay. 7-8 ans. Et c'était impressionnant. Et dans les soirées chez mes parents, en fait, j'ai reçu comme des exemples, comme des séances de récitation de la part de Carmelo Bene. Et qui quelqu'un toujours qui considère un génie, en fait. C'était considéré un génie en Italie. Sa présence, c'était quelque chose d'incroyable. Et son travail sur la voix, qu'il appelait phonée, un mot grec, a, comment dire, révolutionné le théâtre italien et après ma vie aussi. Alors, sans doute, Carmelo Bene, c'est un personnage très important dans le théâtre italien. Il a marqué une époque, les années 70, 80, même 90. Mais il faut dire aussi qu'il n'est pas le seul. Il y a, bien avant, il y a le prix Nobel Pirandello. Ah oui, tout à fait. Il a fait du théâtre rationnel, irrationnel, absurde. Il parlait du personnage qui n'existe pas, de l'auteur qui n'existe pas. Il mettait en doute l'auteur. Et tout récemment, il y a des metteurs en scène comme Emma Dante, qui, à partir du patois sicilien ou du sud d'Italie en général, ils ont diffusé le théâtre italien au niveau mondial. D'ailleurs, on a fait plusieurs émissions sur Emma Dante. Mais par contre, moi, je n'ai pas pu voir le spectacle Carmelo Bene, mais j'ai vu un film qui était vraiment hyper célébral, c'était Nostra Signora dei Turchi, Notre-Dame des Turcs. Et j'ai lu par contre un livre qui était un livre publié après sa mort. C'était une récolte de lettres, d'essais qui ses amis, des autres intellectuels, il avait écrit à propos de son personnage. Et il avait écrit aussi à propos de sa personnalité et de son théâtre. C'était ses critiques sur son théâtre. Et vraiment, je suis resté charmé par ce livre, qui était un livre qui a illustré la personnalité et le théâtre de Carmelo Bene, vraiment en mettant en lumière cette génie, comme tu as dit, ce génie-là. Et alors, moi, je proposerais d'écouter une chanson qui toi-même nous a proposée, qui ça me fait penser un peu à la personnalité excentrique, éclectique et égocentrique de Carmelo Bene. C'est une chanson de Clash, London Calling, et on l'écoute.
you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Now get this! London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. Je trouve que c'est bien cette association parce que le The Clash et Carmelo Bene, de personnages insoumis, et donc je trouve que c'est très bien l'association. Et je trouve que Carmelo Bene, il était porté d'un paradoxe. Son narcissisme, c'était pas quelque chose de autoréférentiel. C'était quelque chose qui lui donnait une ouverture sur le monde. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il faisait. Et ça, je pense à quelque chose qui s'est... ça me fait rire parce que Carmelo Bene, c'était un provocateur, en fait. Et par exemple, il avait écrit un livre qui avait pour titre « Je suis apparu à la Vierge ». Et c'était très... Il avait beaucoup d'humour, en fait. Et à propos de l'humour, à Rome, en fait, j'ai commencé après à travailler dans une compagnie internationale qui s'appelle Mango Dream. Et on a mis en scène de pièces sur le nonsense liées à l'humour. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagné toujours, cette façon un peu étrange de penser au monde qui j'ai hérité de Donc, Carmelo Bene. on va dire, à part Carmelo Bene, tu as un côté intellectuel, tu es un écrivain, tu es une metteuse en scène, tu as collaboré à des textes musicaux, on va dire plus tard. Mais tu as un côté aussi, si on peut le dire, populaire, napolitain. Tu sais que j'appelle la rhétorique napolitaine. Oui et non. Oui et non. Parce que Naples, c'est vraiment une réalité très, très difficile à cadrer. On a trop de situations qu'on ne peut pas gérer en même temps. Qui échappent. Totalement. C'est une ville qui échappe à une définition. Mais en fait, parfois, c'est la folie. En italien, il y a un dicton qui dit « Va à Naples, après tu peux mourir ». Oui, c'est ça. Parce que dans le sens, tu as vu Naples, tu as tout vu. Oui, tu as tout vu. Tu n'as plus besoin de rien voir. Oui, tu as vu tout le monde. Tu as vu la vie et la mort aussi. La vie et la mort. Oui, tu as vu tout. Oui, on pense à des livres
qui tu me disais, t'as même pas pu lire parce qu'il était trop violent, trop fort, comme Curzio Malaparte. Ah Non? oui, ça c'est une période... La pelle. Oui, la pelle. Vraiment, c'est une période très très dure pour Naples. C'est trop dur pour moi, en fait, parce que je suis trop touchée de certains contes de guerre, surtout liés à la Seconde Guerre. Donc il y a des scènes de violence. Oui, les scènes de violence liées à la torture et supplice. Ça, pour moi, sont trop C'est un choquantes. peu la décadence morale. Oui, liées à la violence. Comme un peu on retrouve dans Céline. Oui, c'est trop pour moi, oui. Ok, mais par exemple une autre écrivaine pour laquelle, après on le dira, tu as remporté aussi un prix littéraire, c'est Anna-Maria Ortese. Ben, Le rapport d'Anna-Maria Ortese avec Naples. je trouve que son regard, c'est vraiment le regard qu'il faut avoir sur Naples. Explicite, s'il te plaît. Parce qu'elle était un peu dans un coin d'observation. C'était pas une femme qui participait vraiment à la vie, un certain vie intellectuelle de Naples dans les années 50, qui c'était très difficile à comprendre si on n'est pas de Naples. Elle avait un regard spécial parce qu'elle pouvait être dedans et dehors. Par exemple, on parle dans le cas spécifique d'un livre, il s'appelle Il mare non bagna Napoli. Ben, c'est vrai. La mer ne baigne pas Naples. Il faut dire que dans ces livres, elle critique l'élite intellectuelle napolitaine du moment et après ce livre, elle a dû quitter Naples, elle a dû renoncer à vivre à Naples, elle a vécu dans la pauvreté, elle a dû faire... elle allait en Ligurie, elle allait à Milan, elle a changé différentes villes. Mais par contre, elle a toujours porté dans son cœur Naples, qui était toujours sa ville, et pas sa ville natale, mais c'était toujours sa ville d'amour, de cœur. En fait, Même si elle les critique, même si elle est très dure avec Naples, même... moi, j'ai lu Il mare non bagna Napoli, à part cette histoire avec les intellectuels, il y a aussi tout des contes qui sont très réalistes oui. et qui font très mal, qui parlent des HLM à l'abandon, qui parlent de la précarité, de la misère. La misère, c'est différent de la pauvreté. La misère, c'est une misère humaine. Il y a cette misère humaine dans ces livres-là. Oui, mais en fait, Naples est appelé aussi le théâtre du monde, un lieu où tout se déroule. Mais le rapport de Napolitain avec Naples, c'est toujours compliqué et c'est toujours ambivalent. C'est quelque chose que, comme une fracture qu'on vit toujours. Nous, on est comme des gens qui vivent l'exil. Parce que si on quitte Naples, on a le sentiment de la nostalgie, de la culpabilité. Mais si on reste à Naples, on a le sentiment des autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on ne peut pas rester, on ne peut pas aller. Peut-être, non? Oui, beaucoup d'autres choses. C'est toujours difficile de parler de Naples parce que Naples, c'est comme c'est comme une étoile qui fait... on peut parler bien, on peut parler mal, mais le discours échappe toujours. Mais en fait, il faut parler pas que du mal de Naples, parce Non, que du bien Naples, aussi, c'est mais- la ville de la solidarité, c'est la ville des contradictions, oui, Des c'est la ville de la contradictions. camorre, c'est la ville de tout ce qu'on veut, de la poubelle, mais c'est la ville de la joie, Il y a des de la livres, beauté aussi. de la beauté, il y a des monuments de partout, il Cristo Oui, il y a des Velato, monuments partout, mais c'est il y aussi... a la joie de vivre napolitaine. Et la mélancolie Il aussi. y a une sorte, je dirais, de je m'en foutisme che ha avuto, che è dato, scordiamoci il passato, si me Napoli è pesato. Il y a une sorte de je m'en foutisme et une sorte d'art de vivre. Quand je dis l'art de vivre, c'est l'art de s'arranger, l'art de se procurer de la bouffe, de la nourriture, même de façon illégale, mais pour pouvoir vivre. Il y a cette chose-là qui d'un côté c'est négatif, et de l'autre côté c'est, comment dire, c'est la moteur, c'est la chose qui
caractérise Naples, qui la rend unique et qui lui donne aussi un charme. Par exemple, si on pense à Pulcinella, non? Pulcinella il était un servant, mais un servant tellement malin qui était lui à commander en réalité, qui était lui à décider les choses. Alors là, il faut dire on vit, on habite au pied du volcan. Le Vésuve, c'est très, très dangereux. Et on le sait. On vit avec le tremblement de terre. Les tremblements de terre. Pardon. Et donc, on vit avec la présence de la mort, toujours. La présence de la mort, oui. C'est toujours là. Moi, je te comprends bien parce que je suis de Palermo. La Sicile, il est aussi un volcan, c'est l'Etna. C'est loin, mais c'est actif. Oui. Contre. Et je comprends bien parce que la Camorra, la mafia, je comprends bien. Mais je pense à un film sur Palermo que j'adorais. C'est un film de Roberto Torres qui s'appelle Tano da Morire. Oui, Tano da Morire, bien sûr. Tu le connais? Oui, bien sûr. Parce que c'est pas très connu. C'est un film qui parle de la mafia, mais d'une façon ridicule. Oui. C'est pas les parents, c'est pas les films, la rhétorique italo-américaine dessous qui ne vaut rien. C'est un film fait par un palermitaine qui voit les mafieux comme des PD, qui ridiculise la mafia avec une ironie que tu peux avoir seulement quand tu vis avec. C'est la chose. Tu vis avec la mort. Tu es tous les jours devant la mort parce qu'à l'époque, il y avait, je me souviens, j'étais jeune, il y avait ce qu'on appelle les stragi di mafia. Oui, bien sûr. Mais en tout ça, il y avait tout cette, comment dire, cette ironie sur ça. Parce que la vie est tellement dure, qu'est-ce qu'on fait? On se tire une balle dans la tête? Je pense qu'il y a une différence de la façon de vivre la mort entre la Sicile et Naples. À Naples, la mort s'est intégrée dans la vie et je trouve qu'en Sicile, les deux choses sont séparées. Dans quel sens en Sicile est séparée la mort de la vie? Il y a plus de tragédie. Nous, on est pathétique, nous on est baroque, pathétique, on est exagéré. Tragique. À Naples, c'est intégré. En fait, on a... Il y a ce je m'en foutisme à Naples, duquel je parlais. Laissez faire, laissez passer. En fait, c'est on donne de... pour moi, c'est normal, mais je comprends que c'est pas normal si on arrive en ville et on rentre dans une église où les gens se prennent soin des crans qui sont là dans l'église. Il y a quelqu'un qui aime le cran de lequel se prend soin. Okay. C'est normal à Naples. Ok. Donc mais peut-être que c'est pas normal. C'est un rapport avec la mort, un chuchotement de la mort. Ah oui, ça c'est... Câliner la mort. C'est ça. Nous, tu sais qu'on a aussi une fête très importante en Sicile. D'ailleurs, Basile parlait de cette fête dans un conte. Il s'appelle, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais il y a une fête où mes grands-parents, par exemple, quand j'étais petit, on dormait chez eux, la fête des morts. Ils nous amenaient les poupées en sucre. Oui. Ils nous amenaient, pour les garçons, c'était des pistolets. On faisait la guerre avec ces pistolets, avec des balles en plastique. On se faisait des bandes. On faisait vraiment tête cassée, bras cassés. Les filles, c'était des trucs comme ça. Après, on allait au cimetière. Les enfants couraient, jouaient dans les cimetières. Donc nous aussi, on a ce rapport avec la mort, au-delà de toute rhétorique. Les morts qui venaient, c'était nos morts, quand on était enfants, qui venaient, nous amenaient les cadeaux. Un peu comme à Noël, on amène les cadeaux aux enfants. Là, c'était les morts de la famille qui amenaient les cadeaux aux enfants. Parenthèse carré fermé. Oui. Et on revient à nous, on était à Carmelo Bene, on était au non-sens. Oui. Et après, on continue. Et après, alors, oui, avec ma formation, je peux dire que je peux jeter un des plus connus comédiens italiens avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Giorgio Albertazzi, qui, à l'époque, il était considéré comme l'ennemi de Carmelo Bene. Donc, tu as travaillé avec Giorgio Albertazzi.
Ouais. Et surtout, j'ai la chance de travailler avec lui en mémoire d'Adrien, de la pièce du livre de Marguerite Yourcenar, oui. Mais là, après ça, après le travail avec Albertazzi, j'ai fondé une compagnie à Naples avec des musiciens et des autres artistes, et j'ai fait des autres choses encore. Et je veux dire qu'encore une fois, le lien entre la musique, le son en général, le sound, la phonée de Carmelo Bene, la métrique que j'ai étudiée à la fac, c'est la voix humaine. Ok. À propos de la voix humaine, à propos du travail que tu as fait avec on a parlé un peu d'Albertazzi, un des plus grands comédiens. Et là, tu nous proposes aussi une autre chanson? Alors, là, on a parlé, oui, de Naples, de la musique. Donc, peut-être qu'on peut écouter I Soppaz de Pino Daniele. C'est un classique moderne de la Oui, musique napolitaine. oui. Allez, on l'écoute. D'ailleurs, je suis fou. So pazzo e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. So pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. Io so pazzo e oggi voglio parlare. So pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio, so pazzo, e chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello, e non sono meno mano, sono pure di pomano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato, Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato, io so pazzo, io so pazzo, non ci scassato cazzo. Alors, on disait à Naples. Et oui, alors, à Naples, oui. Donc, après une longue tournée avec Albertazzi, oui, je suis retournée à Naples. Je me suis mariée et j'ai eu 2 filles. Là, je commençais à enseigner au collège et au lycée. Et puis, je me suis installée à Marseille avec la famille. Et Marseille. Marseille, voilà. Naples de France. Oui, Naples et parfois Rome aussi.
Oui, Aussi j'ai retrouvé Alger, quelque hein, chose. aussi, je Alger, dirais. oui, mais Alger, c'est très fascinant. Et là, j'ai commencé une autre vie, une vie totalement différente, mais j'ai continué à faire mes, mes choses d'art, comment dire. Ton J'ai repris Oui. mon parcours, mais un peu différent, parce que la ville, c'est différent, les occasions sont différentes, les gens que j'ai rencontrés, c'est différent. J'ai beaucoup aidé mon mari dans son travail. Après, la vie te réserve beaucoup de surprises. Et voilà, la vie est changée en ce moment. Con tutto l'ex, beh. Oui. Et là, j'ai eu l'occasion de rassembler des poèmes que j'avais écrits au fil des années. En route, on va dire. Voilà. Et c'est né mon premier livre de poèmes, Come s'appelle? Il Paroliere, par un éditeur italien, Guida Editori, qui a reçu le prix Ortese. Voilà, Ok, le prix a Anna Maria propos, Ortese. a Oui, propos. à propos. Et après, encore un autre livre de poèmes, Brevi ma dies, entièrement écrit à Marseille cette fois. Brevi ma dies, c'est latin, che ça veut dire? Ça veut dire, alors, Brevi ma dies, ça veut dire le jour le plus court de l'année. Mais cette expression a donné vie à un mot italien que c'est la bruma, la brume, comme le brouillard. En fait. Brouillard. La brume, Oui. oui. Alors, peut-être que c'est bizarre pour Marseille de parler de brume, mais j'habite dans un quartier où je peux voir la mer et parfois, je veux le brouillard qui arrive sur la mer et efface tout. Et ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable que je peux voir ici à Marseille. Donc le vide, l'absence. Oui, l'absence, le vide, le temps, le mistral. Mais aussi la lumière. La lumière. Oui, c'est vraiment un chemin personnel dans mes poèmes, mais c'est aussi un voyage universel. J'espère que dans mes poèmes, mon histoire, c'est l'occasion pour comment dire, pour avoir comme un miroir dans mes vers, dans mes poèmes, que chacune peut se retrouver. Donc chacun se réfracte dans ce miroir. Oui, oui. Se reflète dans ce miroir. Mais c'est pas un truc autoréférentiel ta poésie, alors, non? Non, parce que je travaille beaucoup sur cet aspect, surtout avec des amis poètes qui s'occupent de ça, comme Luca Archibugi, qui a signé la préface de mon Ok, on fait livre. fait pas trop de l'autoréférence. On parle. Non, c'est ça, c'est lui. Comment dire, je fais des essais avec lui pour voir s'il y a de l'autoréférentialité ou pas. S'il me dit non, Il y a de l'égocentrisme. s'il me dit non, là c'est trop toi, là il faut corriger quelque chose, sinon tu parles trop de toi, alors je vais dans une direction différente pour n'être... Donc tu parles de toi, mais oui, les autres se retrouvent en ce que tu dis, c'est ça ton Oui, doute. je sélectionne que des poèmes où les autres peuvent se retrouver. Sinon, Alors, c'est du narcissisme. Bravo. On va lire quelqu'un de ces poèmes. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, je propose un poème de Brevi ma dies parce que ça, c'est écrit à Marseille. Et il a un titre c'est Cap Canaille. Et Cap Canaille, c'est le cap qui est à la Ciotat, non? Oui, c'est là. Et je le lis d'abord en italien et après je fais la traduction parce qu'on peut ressentir le son. Cap Canaille. Punto di partenza. Monti dell'Atlante, dal frullatore della memoria. Rimbalza l'ocra del deserto sul blu di questo fondale. Gli occhi rincorrono bandiere tese nel vento, barriere nel mare del disordine, nella convulsione dei popoli del Méditerranée in collisione. Là, c'est la traduction en français. Ok. Et point de départ.
la trace dans le mixeur de la mémoire. L'ocre du désert bondit sur le bleu de ce fond marin. Les yeux courent après le drapeau tendu au vent. Barrière, dans la mer du désordre, dans la convulsion de peuples de la Méditerranée, en collision. Donc, explique-nous un peu, développe un peu. Alors, c'est toujours difficile pour moi d'expliquer la poésie, mes poèmes, mais dans ce cas, il s'agit de déplacement physique et mental en même temps. En fait, la poésie, cette poème, la poésie est écrite sur un bateau au milieu de la mer bleue, en face du rocher rouge du Cap Canaille. Donc, ça m'a rappelé le Maroc. Et ainsi, mon esprit a voyagé comment dire, à travers un tourbillon. Parce que la Méditerranée des vacances, c'est la même Méditerranée de la mort des migrants. Donc, oui. Donc, d'un côté, on a, nous, les Européennes, riches, qui ont fait les vacances Oui. à la Ciotat Ou en Grèce. ou en Grèce, ou en Mondel, ou en Margellina, Oui, je ou sais en pas. Espagne. Oui. Ou en Espagne. De l'autre côté, il y a des gens qui meurent en mer, il y a la Meloni qui les laisse mourir, Oui. et tous les autres Oui, derrière oui, elle. oui, oui, tout à fait. À propos de ça, on écoute quelque chose? Et alors, on écoute Handel, Lascia ch'io pianga. Donc, voilà, la traduction de ce titre italien, je vous la dis pas.
voulais nous proposer aussi une autre poésie de Brevi Madies, non? Oui, toujours de Brevi Madies. Une autre poésie qui est écrite ici à Marseille et s'appelle Verso Sud-Est. Je le lis d'abord en italien et après en français. Portolani, segni. L'incantesimo inizia sempre prima del viaggio. Mappa, punto nave, nomi duri dei mari freddi. Poi si slargano quelli di sud-est leggeri nel ritmo, evapora la fretta. Orazioni nel rollio risalgono sul pontile. Memorie e rosari d'Oriente. Torna la luce sulla cenere del mare. Si entra nella sera color albicocca. Vers le sud-est. Scusami. No. Ti ho interrotto. Je t'ai interrompu, je pensais que tu avais fini. Tu vas la lire en français? Oui, non, je vais terminer. Je vais lire la traduction en français. Oui. Portolin, signe. L'enchantement commence toujours avant le voyage. Carte, position. Nom dur de mer froide. Puis le nom du sud-est s'élargit, légère. Dans le rythme, les lances s'évaporent. Horizon de le roulement remonte sur le ponton. Mémoire et rosaire d'Orient. La lumière revient sur les cendres de la mer. On entre dans le soir abricot. Alors, on développe après cette poésie. Alors, cette poésie, oui, c'est inspiré par un grand voyageur d'écrivain italien qui s'appelle Paolo Rumiz, qui a beaucoup voyagé dans le Balkan contemporain, déchiré par la guerre. Il a beaucoup écrit sur cette guerre terrible. Et je tiens ici à dire que, en fait, le voyage imaginaire précède souvent le voyage physique, par désir ou par nécessité, par préparation ou par fuite, parfois, par rêve ou par besoin. Ce n'est pas toujours un voyage de plaisir, ça peut être le voyage parce qu'on échappe. Ou c'est toujours un voyage. En fuite, oui, c'est toujours un voyage. De toute façon. Et en fait, comment dire, en italien, on dit nous sommes tous dans le même bateau. Et je pense qu'en français, on peut dire qu'on est tous sous le même ciel, ou sous l'étoile. Tous dans la même merde. Par exemple. Oui, c'est l'autre côté de voir les choses. Ou les deux dans le même temps. Oui, sous le même ciel, dans la même mer, oui. Dans la même galère. Voilà. Voilà. Oui. Donc, riches, pauvres, européens, migrants, oui. À la fin, les voyages avec des nuances différentes, oui. bien sûr, hein, parce que... Mais la condition humaine, on va dire, la condition humaine... On partage la même planète, le même destin, et c'est ça. Voilà. Et parfois la même merde, oui. Et à propos du voyage, encore une fois, le voyage, parle-nous de ta nouvelle activité que tu as entreprise ici à Marseille. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on a parlé tout le temps de théâtre, de poèmes, et voilà. Et alors, en fait, c'est à Marseille que j'ai développé ma nouvelle activité. Et l'inspiration, c'était toujours la lumière, le Mistral, la mer, la couleur, en fait. La couleur qui m'a donné, qui m'a fait entreprendre ma nouvelle activité, qui c'est une autre voie de ce voyage, celle de la peinture. Actuellement, je fais une exposition de tableaux, de tableaux sur le thème qui on l'appelait Que Palme,
qui ça fait un peu écho à une expression palle, italienne. che Mais palle. c'est, voilà. Quel couille. C'est Quel ça. couille dans le sens que Voilà. c'est ennuyant. Oui, mais che palme, ça veut dire aussi waouh. Waouh, So, waouh. quel beau palmier, bel palmier. Palmier, c'est masculin ou féminin? Sì, un palmier. Voilà. Et, mais ça, c'est sur le thème de l'esprit du palmier. Parce que dans chaque... Ça, c'est une surprise. Si on va voir l'exposition, vous pouvez aller la visiter à la boutique Pulp Fiction. C'est à la 19 de la rue Glandeves, vers le Vieux-Port. Et là, il y a ces palmiers qui ont comme un esprit. Et je ne veux pas ajouter des autres choses. Il y a aussi une partie consacrée à la thématique du serpent de bois, qui est le signe du calendrier chinois de cette année. Et c'est une thématique que j'ai développée avec le peintre Bernard Verdeil, Qu'on a déjà interviewé. voilà, qui est né dans le 65, qui est l'année du serpent de bois. Donc, Donc, selon l'astrologie chinoise, oui, le calendrier on chinois. revient. Le 65, c'était l'année. Oui, c'était du par an. serpent. Oui, c'est Donc, par an. Et on revient à l'année Oui, du serpent de Il bois. y a les signes, mais il y a aussi l'association avec la matière. Et le 65, c'est le bois, parce qu'on a le serpent, des autres serpents. Mais cette année, c'est le bois qui c'est... Mais en fait, je me demandais pourquoi Oui, serpent oui, de parce bois. que je crois qu'ils sont 5 serpents. Je ne suis pas trop sûre. Mais, oui. Ok. Mais l'élément de cette serpent de cette année, c'est chaque 60 années, c'est le bois de cette serpent. Et Donc, ça... Bernard a 60 ans. Oui, Ok. presque. Presque. Oui, dans cette année. Voilà. Et elle est vraiment un artiste. Je trouve qu'il développe des thématiques très intéressantes. Et en fait, son exposition, qui est en ce moment à l'espace GT à la Joliette, qui s'appelle Comme un sogno d'oltremare, qui c'est un vers de mes poèmes, Entre mer et chimère. Donc, comme un rêve d'outre-mer, Oui, entre mer et chimère. oui. Et se compose de tableaux liés à ces sujets de l'Inde, la mer, le serpent et des autres que... Les poulpes. Le poulpe, oui, toujours. Et il faut aller voir cette exposition. Et là, certains de ces tableaux ont des cadres de fabrication artisanale italiens qui sont peints à la main par moi-même, en fait. Et voilà. Voilà, avec ces mots, avec cette biographie, on a fait un parcours, on a parlé d'Annie. Je vous ai introduit Annie dans cette ville. Je vous ai apporté un peu de Naples dans cette ville. Et allez voir ses expositions, allez voir ses lectures qu'elle fait souvent à la librairie internationale dans d'autres endroits. Et voilà, profitez un peu de tout ça, profitez de cette nouvelle artiste napolitaine marseillaise. Et je vous laisse, je vous dis comme d'habitude à dès lundi sur Nino Domani à Palermo. Merci Annie. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Je vous laisse et voilà avec le jingle. Ciao. Ciao. L'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu.
Ciao ragazzi, a bientôt.